Bonjour à tous. Il y a une semaine maintenant qu'on a vu ces images extraordinaires et terrifiantes de l'incendie de Notre-Dame et de cette flèche enflammée qui s'écroule en direct devant les caméras. Depuis, les rumeurs les plus folles courent. On entend des hypothèses absolument improbables. Le complotisme, il faut bien le dire, s'en donne à cœur joie. Et peut-être que ce qui alimente ce complotisme, c'est qu'une question a été assez largement laissée de côté, jusqu'ici du moins, par la plupart des médias, c'est celle des responsabilités. Est-ce qu'il y a une fatalité? Est-ce que c'est seulement finalement la faute à pas de chance qu'un monument aussi extraordinaire que Notre-Dame de Paris, placé à un endroit aussi central, objet de tant d'attention, on n'a pas arrêté de dire que c'est le monument le plus visité d'Europe, on a profité pour faire des cocoricots. Est-ce que c'est la faute à pas de chance si un incendie d'une telle ampleur, en 2019, peut avoir lieu? Merci Didier Rickner d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes ingénieur, diplômé de l'école du Louvre, vous avez étudié à Sciences Po Paris, surtout vous êtes directeur de la rédaction du journal en ligne latribunedelart.com, que vous avez fondé vous-même il y a une quinzaine d'années et qui a pour objet l'actualité du patrimoine, l'actualité de l'histoire de l'art. Depuis longtemps, l'une de vos préoccupations porte sur l'évolution du financement des politiques patrimoniales, du financement de la maintenance, de l'entretien des monuments et des collections. Ça vous a amené, en particulier, en 2007, à lancer une pétition qui s'appelait « Les musées ne sont pas à vendre ». Au moment où on a commencé à louer des œuvres, c'était le cas du Louvre en particulier, on a commencé à louer des œuvres à Abu Dhabi, et l'argument était que c'était de nouvelles ressources qui allaient ainsi être obtenues, et cela allait permettre finalement de prendre le relais, peut-être, de l'État. Et vous êtes donc élevé contre cette nouvelle démarche. Je voudrais d'abord vous demander ce que vous pensez des hypothèses qui courent sur la possibilité d'un incendie criminel, d'un attentat, d'un complot macroniste ou autre pour faire diversion, que sais-je. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire beaucoup d'inquiétude de voir que des gens peuvent penser ça. Dès le départ, j'ai pensé que c'était un accident. Quand on dit un accident, ça veut dire que c'est pas de chance. Or, c'est la faute à tout sauf à pas de chance. On y reviendra, je pense. J'ai pensé dès le départ que c'était un accident de chantier, comme il y en a beaucoup. J'ai étudié cela, j'ai fait des articles, des enquêtes sur les accidents de chantier. Il faut savoir que beaucoup de monuments historiques flambent et que, comme par hasard, c'est à chaque fois qu'il y a un chantier. Alors, sur Notre-Dame, il y avait ce chantier. Pensez-vous que s'il y avait eu un risque que cet incendie soit un attentat, tous les pompiers, tous les policiers se tairaient comme un seul homme? C'est absurde. Et les théories qu'on entend sur le net sont absurdes. Donc on peut toujours se poser la question, évidemment, et c'est même normal de se poser la question, est-ce qu'un incendie est accidentel et criminel? Pourquoi pas un attentat? On se pose la question. Croyez-vous que les pompiers et les policiers ne se posent pas la question? Ils se la posent bien entendu, et très rapidement, ils ont vu que ça ne pouvait pas être cela, parce que je pense qu'ils ont des preuves, et de toute façon, tout ce qu'on a vu est classique. Il n'y a pas un seul indice, je vous dis bien, il n'y a pas un seul indice qui peut faire penser à un attentat ou un acte criminel. Pas un seul. Mais le propre des complotistes, c'est de dire « oui, mais on fait taire ceux qui savent ». Il me semble qu'il y a une chose importante que vous soulignez, c'est que les incendies de monuments patrimoniaux à l'occasion de chantiers, en réalité, c'est monnaie courante. C'est monnaie courante. Les départs d'incendie. Les départs d'incendie sont monnaie courante, et même les incendies qui ruinent un bâtiment, c'est monnaie courante. Prenons pas très loin de Notre-Dame, l'hôtel Lambert, rappelez-vous, qui était un monument privé, un hôtel particulier qui appartenait au Qatar et qui a brûlé pendant les travaux de restauration, c'était il y a à peu près 4 ou 5 ans. D'accord, mais l'hôtel Lambert, c'est quand même pas Notre-Dame, avec tout le respect qu'on peut avoir pour l'hôtel Lambert. Bien entendu, l'hôtel Lambert, ce n'est pas Notre-Dame, mais attention, l'hôtel Lambert, c'est un des plus importants hôtels du XVIIe siècle, qui conservait encore, il y en a très peu, avec une galerie de Lebrun, comme à Versailles. Mais je veux dire en termes de mesures de sécurité auxquelles on peut s'attendre de la part d'un État responsable. Alors, la différence entre les deux, c'est que Notre-Dame, c'est l'État, l'hôtel Lambert, c'était privé, mais c'était un monument historique et d'une valeur équivalente à Notre-Dame, même si plus petit, etc. Non, c'était... Donc, non, mais je doute pas. Et ce que je veux dire, simplement, c'est que c'est un autre point que je développe largement, c'est que sur un chantier monument historique, les précautions à prendre sont les mêmes que pour un chantier où vous rénovez, par exemple, un HLM. On imagine qu'il n'y a personne dedans, mais vous avez une tour pas très belle, vous la rénovez, vous construisez un monument neuf, et les travaux ont les mêmes contraintes que sur un monument historique. C'est-à-dire, en fait, qu'on s'intéresse à la sécurité des personnes, et c'est tout à fait normal, je ne suis pas là pour le contester, mais il est évident que quand on travaille sur un monument neuf ou sur Notre-Dame,
eh bien, ou sur l'hôtel Lambert, qui sont des monuments historiques. Si le monument brûle, le bâtiment neuf brûle, on pourra le reconstruire. Notre-Dame, ça sera plus compliqué. Et l'hôtel Lambert, quand on a perdu des peintures murales, c'est même impossible. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait une loi qui renforce les sécurités sur les chantiers monuments historiques. Est-ce que vous croyez une seule seconde, ça fait une semaine que ça a brûlé, qu'un seul politique a repris cette idée, alors que tout le monde le dit, tous les spécialistes le disent, que je le dis depuis longtemps, je l'ai dit il y a 5 ans, un peu dans le désert, j'ai l'impression d'être Cassandre parfois. Il faut absolument une réglementation plus sévère sur les monuments historiques, sur les chantiers monuments historiques. C'est un des points de la recherche de responsabilité. Quand l'État ne prend pas les règles nécessaires, eh bien, tout peut arriver. C'est-à-dire que les spécialistes disent que c'est le résultat de conditions structurelles, de désengagement ou en tout cas d'accroissement de la négligence, de baisse de la maintenance régulière. Et les politiques, eux, ne s'intéressent qu'à des effets d'annonce possibles, c'est ça, autour de ces affaires ? Disons que, simplement, il y a plusieurs aspects dans cette affaire. Je ne sais pas quelle est la cause exacte de l'incendie de Notre-Dame, c'est sur le chantier. Maintenant, qu'est-ce qu'il a causé ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que des mesures qui auraient dû être prises et qui ne sont pas dans la loi n'ont pas été prises ? Je ne sais pas. Ce que je sais, quand un monument historique brûle, et encore une fois, il y en a beaucoup, 9 fois sur 10, je disais avant 1 fois sur 2, un pompier m'a repris, non, c'est 9 fois sur 10, c'est dû à un chantier. Donc, premier point, le rôle de l'État, c'est quand même de s'assurer que les règles sont suivies par tout le monde et de renforcer ces règles quand il le faut. Or, ça n'est pas le cas sur les chantiers. Deuxième point, on sait que l'État abandonne largement les monuments historiques. Le budget des monuments historiques est en chute depuis des années. Et qu'est-ce qui se passe ? Pour restaurer Notre-Dame, il fallait 150 millions d'euros avant les travaux. Alors on s'est réussi entre 150 et 250. C'était 150 le chiffre entendu à l'époque. On n'avait pas d'argent, donc on allait faire la quête aux États-Unis, un peu partout. L'État allait donner 4 millions d'euros par an pendant 10 ans, 40 millions. Donc ça a permis de commencer ce chantier, qui était un chantier partiel. Est-ce que ce chantier a été bâclé ou non ? Je n'en sais rien. Simplement, il y a des chances que quand on n'a pas beaucoup d'argent, on économise. Et quand il n'y a pas de règles suffisantes, par exemple, pour mettre des détecteurs d'incendie, des détecteurs de fumée, des détecteurs de chaleur, pour faire des rondes régulièrement, quand il n'y a pas suffisamment de règles nécessaires et obligatoires, eh bien on ne les prend pas parce que ça ne va pas faire de l'argent en plus, ça va faire du coût en plus. Donc il est évident, à peu près, que sur ces chantiers, d'ailleurs c'est ce que me disent tout le monde, c'est qu'il y a un chantier monument historique de l'État, faire des rondes en plus, faire des capteurs supplémentaires par rapport à ce qui est nécessaire, on ne le fait pas parce qu'on fait ça à l'économie. C'est des dépenses supplémentaires qui finalement ne se voient pas, dans les effets ne se voient pas, et qui, se voit pas. De ce fait, peuvent sembler improductives ou inutiles. Exactement. Est-ce que c'est le cas à Notre-Dame ? Je n'en suis pas sûr à 100%, c'est très probablement le cas. Mais vous voyez, peut-être que c'était inévitable cet incendie. Il y a toujours, des fois, une part d'impondérable. Mais de cette ampleur, je ne le crois pas. D'ailleurs, personne ne le croit. C'est ça le problème. Personne ne le croit. C'est pas qu'il y ait eu un incendie, c'est pas qu'il y ait eu un exemple très clair. Il fallait des bras articulés assez hauts pour monter, pour que les pompiers arrivent jusqu'au toit de Notre-Dame. Or, les 2 bras articulés qui étaient suffisamment hauts, où ils étaient à Versailles. Parce que les Yvelines, le département des Yvelines, avait ces bras articulés au cas où le château brûle. Et à Paris, il n'y avait pas. Donc les 2 bras articulés sont venus de Versailles à Paris et ont mis 30 à 40 minutes pour arriver. Je ne sais pas si ça aurait pu empêcher l'incendie de se développer, mais si on avait eu à Paris ces 2 bras articulés, sans doute qu'on aurait pu le faire. Intervenir plus vite. Voilà. Autre chose, et c'est quand même très important, j'ai fait un article à ce sujet. En 2016, il y a eu un audit, une étude du CNRS. C'est Marianne qui l'a révélé. C'est d'abord la presse italienne, ensuite Marianne qui a révélé cette étude. Cette étude était très alarmante sur l'état de Notre-Dame, sur l'état d'impréparation de Notre-Dame par rapport au feu. C'était il y a moins de 3 ans. Et c'était il y a moins de 3 ans. En 2016, on se posait la question de l'attentat. S'il y a un attentat à Notre-Dame, ils ne pensaient pas à quelqu'un qui mettrait le feu à la toiture, mais s'il y a un attentat, est-ce qu'il y a un risque de feu ? Donc ils se sont aperçus qu'il y avait un risque de feu tout le temps, même avec la foudre, ça pouvait mettre le feu. Voilà. Donc très alarmant. Qu'est-ce que vous croyez qu'a fait l'État ? D'abord, il a dit on ne diffuse pas ce rapport. Et ça, je peux le comprendre. Parce que ça peut effectivement donner des idées à des terroristes potentiels. Donc, ça ne veut pas dire on ne fait rien. Mais ça ne veut pas dire on ne fait rien, exactement. Ça veut dire qu'en revanche, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Rien fait. Ils l'ont enterré. Qui était, à cette époque, ministre de la Culture ? C'est ce que j'explique dans mon article. Eh bien, à cette époque, c'était Audrey Azoulay. Qu'est-ce que fait aujourd'hui Audrey Azoulay, qui a enterré ce rapport ? Eh bien, elle est présidente de l'UNESCO. Et qu'est-ce qu'elle fait à titre de l'UNESCO ? Eh bien, elle vient s'occuper de Notre-Dame en disant il faut faire ceci, il faut faire cela, etc. On va vous aider, etc. Est-ce que ce n'est pas choquant que la personne qui est responsable, même si ce n'est pas elle directement, c'est peut-être ses services, j'en sais rien, mais que la personne qui a enterré le rapport et qui n'a rien fait pour la protection de Notre-Dame vient ensuite dire
oui, c'est bien, c'est long, c'est pas long, etc. Non, c'est choquant. On retrouve finalement cette problématique politique structurelle qui est Tout à fait. d'un côté effet d'annonce, communication possible autour des restaurations, des rénovations en grande pompe pour attirer de l'argent du privé, éviter de dépenser de l'argent public, ou de l'autre, ce qui est nécessaire, c'est-à-dire de la maintenance au quotidien. Ça se voit peu, mais il faut des crédits récurrents. Alors, et en plus, ce sont tous les gouvernements qui se sont succédés, objectivement, qui sont responsables. Et le gouvernement d'Emmanuel Macron, quand on entend Emmanuel Macron dire le premier jour, on va reconstruire Notre-Dame. Très bien, sauf que c'est une restauration. Pour quelqu'un qui veut s'occuper de tout sur le chantier Notre-Dame, c'est embêtant qu'il confonde restauration et reconstruction. Ensuite, il dit « je veux ». Il aime bien dire « je veux ». Je veux que ça soit fait en moins de 5 ans. Tous les gens sérieux, pratiquement tous les gens sérieux, disent que c'est quasiment impossible, sinon on va mal le faire, ça va être très mal fait. Il faut plutôt 10 ans. C'est un chiffre, entre 10 et 15 ans. Il faut aller vite, bien sûr, mais on ne peut pas le faire n'importe comment. Ensuite, il dit, on va faire une loi d'exception. Vous vous rendez compte? Une loi d'exception. Il y a une loi d'exception actuellement qui est, au moment où on se parle, puisque c'est enregistré, on peut le dire, je pense, hein, oui, c'est enregistré mardi après-midi, le Conseil d'État se réunit pour discuter de cette loi d'exception. Et je suppose qu'elle va être ensuite présentée au Conseil des ministres, et ensuite elle a peut-être été déjà présentée au Conseil des ministres, elle va être ensuite votée par le gouvernement. On est une semaine après l'incendie. On a besoin d'une loi d'exception pour reconstruire, pour restaurer Notre-Dame. C'est totalement dément. Et cette loi d'exception, qu'est-ce qu'elle prévoit? Elle prévoit de s'abstraire de toutes les règles connues, de toutes les règles françaises, de la loi française, concernant les monuments historiques, l'environnement, le code des marchés. Donc, pour aller plus vite, et puis et qui va décider par ordonnance. Donc c'est Emmanuel Macron lui-même et son gouvernement qui vont décider, on fait ceci, on fait cela pour restaurer un monument, alors qu'il ne sait même pas la différence entre restaurer et reconstruire. À un moment donné, ça va. Il ne consulte personne. Le nombre de fonctionnaires du ministère de la Culture qui m'appellent, qui appellent mes amis, etc., en disant c'est une catastrophe, on n'y arrivera pas, on n'est pas consulté, c'est n'importe quoi, au secours, au secours. Écoutez, c'est dingue. C'est-à-dire qu'il y a des spécialistes, il y a des procédures. Il veut créer un établissement public pour reconstruire, comme il le dit, hein, c'est pas moi qui dis reconstruire, c'est lui. Il veut créer un établissement public. Or, il existe un établissement public, il en existe d'autres. Par exemple, le Centre des monuments nationaux est créé pour ça. Donc, il s'occupait même de Notre-Dame en partie, puisque les tours de Notre-Dame étaient sous sa responsabilité. Donc, plutôt que de créer une structure qui on va engager des personnes, on va doubler tout, vous voyez ce que c'est que de créer une administration. Plutôt que de prendre ce qui existe et de faire des économies d'échelle, on va créer une nouvelle structure. Et on va faire une belle exception. Et 2 jours après, on dit on va faire un concours international pour... Imaginez, nous sommes donc à peine une semaine après l'incendie, imaginez, juste avant l'incendie, quelqu'un aurait dit « Moi, je vais faire un geste architectural contemporain sur Notre-Dame ». Mais tout le monde lui aurait ri au nez. Soyons sérieux quand même 2 minutes, soyons sérieux. Alors, il y a un problème de temporalité d'abord. Ce qui intéresse les politiques et Emmanuel Macron en particulier, c'est le rythme effréné de la com. On le voit bien, avec ce que vous venez de dire. Et c'est sans rapport avec la temporalité du patrimoine et de son administration. Exactement. Exactement, vous avez tout à fait raison. Il y a le temps court de la politique et le temps long du patrimoine. Je voudrais rajouter quelque chose, puisque je suis aux médias, même si je ne partage pas forcément les idées du média. Mais le média est un lieu pluriel. Exactement, mais c'est pour ça que je suis là. Et puis moi, je ne fais pas de politique de toute façon. Vous dites tout ce que vous voulez. Il y a actuellement, depuis quelques semaines, quelques mois, les gilets jaunes. Bon, je ne parlerai pas des gilets jaunes, ça n'est pas mon souci. Mais une des choses contre lesquelles les gens se révoltent, c'est aussi qu'ils ne sont pas écoutés. Et là, tout d'un coup, Emmanuel Macron, qui ne semble pas avoir tout compris, dit « je vais faire ceci, je vais faire cela, je veux », sans écouter personne, sans écouter les spécialistes. Est-ce que ce n'est pas l'inverse de ce qu'il faudrait faire ? Moi, je pense que c'est l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Il y a des images qui circulent abondamment depuis quelques jours et qui alimentent le complotisme. C'est celle de Benjamin Mouton, l'ancien architecte en chef des monuments historiques qui était en charge de Notre-Dame jusqu'en 2013 et qui, sous le choc, donc devant les caméras, développe l'idée qu'il est impossible que cet incendie ait été accidentel, qu'on ne peut pas y croire. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, je ne sais pas ce que Benjamin Mouton a pris, mais ça doit être de la bonne, je pense. Parce que, franchement, je l'ai écouté la première fois sur Sud Radio, et puis je l'ai vu qu'il était intervenu sur LCI, et puis sur d'autres. Benjamin Mouton est architecte en chef des monuments historiques, et manifestement, il ne sait pas que le bois brûle. C'est un peu inquiétant. Alors, il dit qu'un bois si vieux ne peut pas brûler. Hein, oui, ça, mais il raconte n'importe quoi, mais ça a occasionné effectivement beaucoup de théories complotistes. On voit même des gens essayer de faire brûler, enfin je n'ai pas regardé les vidéos, mais on a parlé des vidéos où ils essaient de faire brûler une poutre et ça ne brûle pas, etc.
Oui, effectivement, du bois ancien, ça prend un peu de temps pour brûler. Ce qu'il faut savoir, d'abord, c'est qu'ils confondent tout, et il n'a pas l'air de savoir que là où ça a pris feu, Viollet-le-Duc avait à moitié enlevé la charpente de chêne et avait mis une charpente de pin, d'après ce qu'on va dire, en tout cas d'un résineux. Donc ça prend beaucoup plus facilement déjà. Ensuite, il y a ce qui s'appelle la volige, c'est-à-dire que quand vous avez un toit comme ça, là vous avez le dessus du toit et en dessous vous avez du bois. Donc ça c'est du petit bois, ça flambe assez bien. Donc un incendie comme ça, comment ça prend? On nous dit qu'il n'y a pas eu de point chaud, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de chaleur ou d'électricité le lundi. C'est possible, c'est possible. En même temps, il faut prendre avec des pincettes ce que se disent les gens qui sont accusés de ça. Oui, voilà, donc attendons de voir. Essayons de se couvrir. Ceci dit, un incendie, ça peut couver pendant très longtemps. Je m'explique. Il peut y avoir le feu dans une poutre ou dans du bois, et ça arrive souvent, et ça couve. Il n'y a pas d'oxygène. Et tout d'un coup, bouf, ça arrive à l'air libre, et c'est là que ça prend feu et que ça flambe. Donc vous avez la volige, vous avez le pin qui était sous la flèche. Il n'est pas du tout surprenant que ça prenne feu. Une fois que ça a pris feu, le reste brûle. Parce que ça atteint des températures énormes. Donc, si vous voulez, si les charpentes ne brûlaient pas, on le saurait. La charpente du Parlement de Rennes a brûlé, la charpente de la cathédrale de Reims a brûlé, la charpente de la cathédrale de Nantes en 72 a brûlé. Ce que je veux dire, c'est qu'on voit tous les jours des feux de charpente avec des bois anciens parfois. Donc, simplement, c'est vrai que c'est pas facile de faire prendre le feu. C'est pas forcément facile, mais ça prend feu. D'ailleurs, comment aurait fait quelqu'un qui voulait prendre le feu? Il allait monter ses bidons d'essence avec lui. C'était vachement facile déjà de monter sur Notre-Dame. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc c'est qu'il était soit sous le coup de l'émotion, soit qu'il essaie de couvrir son successeur. Alors, écoutez, dans la même interview, il dit deux choses. D'abord, il dit effectivement, Philippe Villeneuve m'a dit que je pouvais parler, etc. Depuis Villeneuve, quand qui est l'actuel architecte en chef en responsabilité de Notre-Dame. Depuis quand un architecte en chef à la retraite doit-il demander à son successeur l'autorisation de parler quand on l'interroge? Déjà, c'est très bizarre. Peut-être. Oui, peut-être, mais il m'a autorisé. C'est très bizarre. En tout cas, il défend, à mon avis, son confrère, et surtout, il se défend lui-même. Parce qu'il explique que quand il était à Notre-Dame, il a fait tout ce qu'il fallait pour que ça soit sécurisé. Sauf qu'en 2016, cet audit dont je vous parlais a montré que ça ne l'était pas. Donc qui dit vrai? Je n'en sais rien. Mais on voit bien qu'il essaye de se couvrir. Alors quand même, en fait, on ne l'accusait même pas parce que le feu étant un feu de chantier, je pense que Benjamin Mouton n'est pas responsable du feu. Mais il vient se défendre, et puis surtout avec cette théorie absurde que c'était impossible de brûler comme ça. Ça évidemment, mais les comment hypothèses les peut-il plus folles. Et c'est scandaleux de faire ça quand on est ancien architecte en chef des monuments historiques et qu'on se permet de dire des choses aussi énormes qui vont évidemment alimenter. Imaginez, vous vous demandez ce qui se passe et vous n'êtes pas très sûr qu'on vous dise la vérité. Et un architecte en chef des monuments historiques vous dit ça. À côté, vous pourrez avoir 15 pompiers, 20 architectes du patrimoine, qui vous diront l'inverse. On ne va pas les croire, parce qu'il y en a un qui va avoir dit ça. Et c'est toujours ça, le complotisme, excusez-moi, mais c'est du complotisme. Encore une fois, le complotisme, ce n'est pas de se poser la question, est-ce que c'est criminel, est-ce que c'est pas criminel? Il faut le faire, mais quand il n'y a aucun indice qui montre que c'est criminel, et que tous les indices prouvent que c'est accidentel, on peut dire quand même qu'a priori, il n'y a pas de raison de se poser des questions aussi bêtes que la couleur de la fumée. Parce que la couleur de la fumée jaune, les gens se posent la question, sauf qu'un pompier spécialiste des incendies sur monuments historiques, avec qui je corresponds, m'a juste expliqué, et ça m'a été confirmé par d'autres personnes, que le bois en brûlant, et surtout les bois résineux, comme c'est du résineux, dégage du gaz de pyrolyse, si je me rappelle bien. Honnêtement, j'ai découvert la chose, et simplement c'est jaune. Donc il est normal qu'il y ait de la fumée jaune. On a vu que quelqu'un diffusait une photo avec une personne qui était sur le toit. Donc c'est quand même inquiétant, effectivement, s'il y a quelqu'un sur le toit, il fait quoi sur le toit? C'était une sculpture qu'on voyait de l'autre côté. Non mais attendez, c'est totalement délirant. Il y en a un autre qui a dit, on a vu quelqu'un avec une djellaba qui se baladait sur les tours de Notre-Dame. Parce que il y avait une caméra... Il y a aussi quelqu'un qui a vu l'image du Christ se dessiner dans le feu. Oui, peut-être sans doute. Il y a une caméra, c'est parce qu'une caméra filmait le chantier a priori en permanence. Et effectivement, on voit des gens, mais ils n'ont pas une djellaba, c'est des pompiers, avec des gilets jaunes d'ailleurs, parce que c'est des gilets jaunes de pompiers, voilà. Et on les voit très, très, très clairement. Donc, si vous voulez, toutes ces théories sont toutes plus absurdes les unes que les autres. Ceci dit, moi, je ne me fais aucune illusion. La théorie du complot est partie. Vous voyez bien que pour toutes les théories du complot, ça existe toujours. Donc, ça va exister. On aura beau dire tout ça, on aura beau prouver, etc. Il y aura toujours des gens qui vont penser que... Ce cas avec l'architecte en chef Mouton qui tient ce genre de propos, c'est un bon exemple du fait que quand les autorités essaient de se couvrir, quand elles essayent d'empêcher la question des responsabilités, c'est le terreau pour le complotisme. Je n'avais pas pensé à ça, mais vous avez raison.
le fait de ne pas assumer ses responsabilités en disant, bah, écoutez, oui, c'est vrai, sur un chantier, c'est pas suffisamment sécurisé. Oui, c'est vrai, sur un chantier, ça prend souvent feu. Oui, c'est vrai. Il faut des crédits récurrents qu'on ne veut plus donner. Voilà, oui, il faudrait plus de crédits pour les monuments historiques pour éviter de faire des chantiers au rabais. Oui, tout ça, c'est vrai. Oui, on ne donne pas assez d'argent. Oui, les installations électriques, des fois, dans les églises ou dans les monuments, ne sont pas bonnes. Au lieu de faire son mea culpa, eh bien non, on dit c'est la faute à pas de chance, et puis unité nationale. Hein. Moi, le nombre de fois où on m'a dit, attendez, j'ai eu des politiques en face de moi. Attendez, c'est pas le moment de faire des polémiques. C'est pas le moment de faire des polémiques. Ça fait 15 ans que je fais des polémiques en disant la même chose. Si aujourd'hui, c'est pas le moment, alors que tout ce que j'ai écrit et tout ce que plein des gens ont dit se vérifie, c'est pas le moment de faire des polémiques, je ne sais pas quand est-ce qu'on va faire la prochaine, oui. Ouais. En août 2016, me semble-t-il, on a échappé à quelque chose de plus effroyable encore, à mes yeux, d'historien du Moyen-Âge, que l'incendie de Notre-Dame. L'incendie du département des manuscrits, des monnaies et des estampes de la Bibliothèque La Salle. Et alors là, c'était vraiment la fin du tout. Vous avez raison. Et alors, c'était pas seulement le département des manuscrits, il y a d'autres choses à la Bibliothèque nationale de Richelieu. Puisqu'un feu s'est déclaré, donc... Bien sûr, un feu s'est déclaré 2016, sur un chantier. Sous les toits. C'est la faute à pas de chance, sur un chantier. Heureusement, quelqu'un à l'extérieur l'a vu, appelé le pompier. Il y a des pompiers à la Bibliothèque nationale de France. Il y a des pompiers, donc au moins il y a ça. Ils sont arrivés sur place. Ils ont pu l'éteindre, on a échappé au pire, mais vous avez raison. C'était encore plus désastreux, bien entendu. Sens, puisque bien sûr. Il y a des milliers de manuscrits. Bien sûr, là on va pouvoir restaurer. Alors la charpente a disparu, ça c'est triste, c'est vraiment très triste, mais on ne la voyait pas beaucoup. Le toit, on va pouvoir le restaurer. La flèche, les règles, les chartes de Venise, le monument... À mon avis, on doit effectivement, bien sûr, on ne va pas faire un Jeff Koons. Qu'est-ce que c'est la charte de Venise ? La charte de Venise, c'est un engagement sur la restauration, compris tous ceux qui restaurent les monuments historiques, de manière internationale. Et elle prescrit simplement un certain nombre de choses. Elle dit que si on restaure un monument et qu'on doit refaire un élément qui n'existe plus, ça pourrait être le cas de la flèche, sauf qu'elle existe encore un peu, parce qu'il y a toutes les sculptures qui ont été enlevées autour. Il y a la flèche, il y a le coq. Et si on refait un élément qui n'existe plus, on ne peut pas le refaire. Si on ne sait pas ce que c'est. Si on ne sait pas comment il était, on ne va pas faire d'hypothèse. Mais là, il n'y a pas d'hypothèse. Il n'y a pas d'hypothèse pour la flèche. Pourquoi ? Parce que la flèche, on a tous les plans de Viollet-le-Duc, on a toutes les photos, on a tous les relevés modernes, on a tout. Mais je me permets quand même de vous faire remarquer que ça ne va pas être une restauration d'un monument médiéval, mais une restauration d'un monument du gothique 19e. Mais tout à fait, d'autant plus qu'on ne va évidemment pas refaire, à mon avis, mais ça j'en sais rien, mais ça paraît un peu... On ne pourra pas refaire une charpente avec des chênes vieux de 800 ans. D'accord, mais parlons de la flèche. Elle est de Viollet-le-Duc. Si on la restaure à l'identique, en fait, on fait de la restauration de l'architecture du 19e, mais bien sûr. Telle que le 19e Alors, pensait. Je vois le médiéviste qui se pointe, mais simplement, cette flèche a été, d'abord, depuis les années 70 du siècle dernier, Viollet-le-Duc a été étudié, est devenu... il est rentré dans le patrimoine. Il est rentré dans le patrimoine, tout à fait. D'autant plus que depuis 1870 à peu près, Notre-Dame est classée, y compris la flèche. Et je trouve quand même surréaliste qu'on puisse aujourd'hui remettre en cause ce qui est dans le ciel de Paris depuis un siècle et demi, ce qui est de Viollet-le-Duc, qui a eu des expositions, qui a eu, encore récemment, il y avait une exposition Viollet-le-Duc à la Cité de l'Architecture. Enfin, Viollet-le-Duc qui est rentré dans l'histoire de l'art. Alors on va me dire, mais oui, mais Viollet-le-Duc, il a fait la même chose, il a fait des choses, etc., alors que maintenant on ne fait plus ça. On ne doit plus faire ça. Ben non, on ne doit plus faire ça. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, il y a eu la législation des monuments historiques, on a décidé, on a réfléchi sur les monuments historiques, on a écrit des chartes, on a écrit des lois qui font qu'un monument historique, à un moment donné, il va être figé dans une époque et qu'on peut construire ce qu'on veut, mais il faut le construire à côté. Viollet-le-Duc, aujourd'hui, ne pourrait plus travailler sur Notre-Dame. Et on l'enverrait travailler ailleurs. Pas de problème. Parce que Notre-Dame a été figée dans un état historique, le dernier état historique connu, et on ne vient pas rajouter quelque chose à Notre-Dame pour faire plus beau, comme le dit le président Macron. Mais si on avait dit ça à Viollet-le-Duc en 1840, il n'aurait pas pu. Non, il ne l'aurait pas fait. Il n'aurait pas fait. Ouais. Non, il aurait. Alors c'est un peu différent, parce que lui, il resterait de manière. Alors il était très mégalomane, bien sûr, mais il resterait en pensant quand même que c'était comme ça. Donc il pensait que c'était comme ça. Il était convaincu de faire de l'authentique. Que ça aurait dû être comme ça. Donc ça. Il faut pas tout à fait la même chose. Mais non, c'est pas pareil, mais on ne peut pas se placer à l'époque du Viollet-le-Duc comme maintenant. Bien sûr. Et simplement, ça s'est refusé l'histoire. Ceux qui nous disent que vous êtes des vieux réacs, vous ne voulez pas la nouveauté, etc. Mais attendez, c'est eux qui sont des vieux réacs, je suis désolé, en refusant le fait que les mentalités ont évolué, que les règles ont évolué, que les lois ont évolué, et que vouloir refaire aujourd'hui une chose moderne sur Notre-Dame, ça serait éventuellement refaire
la même chose qu'on faisait au XIXe siècle, et ben ça, on ne le fait plus. Mais là, on retrouve le débat qu'on a eu, par exemple, avec la pyramide du Louvre. Non, Est-ce que mettre de l'ultra-moderne dans du classique, c'est acceptable ou pas? Non, c'est pas le même débat pour vous? C'est pas le même débat. Parce que, encore une fois, d'abord, la pyramide du Louvre, elle avait une fonction. Moi, alors je vais vous dire très simplement que j'étais contre la pyramide du Louvre, que j'avais eu tort. Tout le monde était contre, à l'époque, ou presque, enfin, en tout cas, beaucoup de gens étaient contre, et aujourd'hui, tout le monde convient du fait que c'est assez réussi, et que ça a assez bien vieilli. C'est parce que c'était un grand architecte, déjà, Yoram Minpay. Mais là, ce que je veux dire, c'est qu'on n'était pas en disant, il va falloir restaurer, d'ailleurs, on ne touchait pas au Louvre lui-même, on touchait aux alentours du Louvre, ce n'était pas le Louvre lui-même. Et là, on est sur le monument lui-même, ce qui est très différent. Aujourd'hui, la charte de Venise n'interdisait pas de construire cette pyramide. On ne restaurait pas le monument, on faisait un monument à côté. Alors on pouvait discuter, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien de l'avoir ici? On pouvait le faire. Mais ça faisait sens avec le Louvre lui-même, puisque c'est un peu la rencontre entre le verre et l'acier d'un côté, la vieille pierre de l'autre. L'architecte l'a pensé comme cela. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une restauration du Louvre, on n'est pas intervenu sur le monument lui-même, et là, on parle d'une restauration. C'est pas pareil. C'est pas pareil. La question de savoir s'il faut refaire la flèche à l'identique, comme Viollet-le-Duc l'a fait au XIXe siècle, ou s'il faut se lancer finalement dans un concours avec une architecture nouvelle qui serait posée sur Notre-Dame, j'imagine qu'elle va être très controversée, que ça va être un gros enjeu. Oui, alors, en plus, dans ce que vous dites, je ne sais pas si ça va être controversé, à mon avis, j'espère que la raison va revenir, mais moi, je ne veux pas me préoccuper uniquement de ça, de est-ce qu'on met une flèche moderne ou pas, parce qu'en fait, ça, c'est un faux débat, et c'est un débat, je pense, qui est lancé pour dévier des vraies questions, qui sont les questions que vous avez posées. Pourquoi on n'a pas protégé Notre-Dame? On essaye de diviser, finalement, parce qu'on sait bien que, quelque part, ça va diviser. Et donc, on essaye de détourner l'attention des responsabilités des pouvoirs publics en faisant cela. Donc, moi, je m'oppose, évidemment, à une flèche moderne sur Notre-Dame de Paris, mais c'est vraiment pas le sujet. Actuellement, c'est pas le débat. Le débat, c'est pourquoi n'avez-vous pas fait mieux et pourquoi ne faites-vous pas mieux même maintenant? Est-ce que vous avez entendu une seule seconde le président de la République ou le Premier ministre se mettre en cause l'État? Parce qu'en fait, ils sont là depuis 2-3 ans, ils ne sont pas complètement responsables de tout. Le management, disons, du patrimoine. Voilà, pourquoi est-ce que la politique du patrimoine ne se remet pas en cause? Ni le ministre de la Culture, d'ailleurs, personne ne se remet en cause. Personne. Tout va bien, on va continuer comme ça. Ben non. On ne va pas continuer comme ça. En tout cas, nous, on essaiera de faire qu'il ne continue pas comme ça. Donc le gros enjeu, c'est de faire cesser le sous-investissement dans la maintenance ordinaire du patrimoine. Oui, alors si on a encore 2 minutes, peut-être, je ne sais pas. Moi, je voudrais ajouter que l'État ne veut pas donner d'argent. Ils disent on n'a plus d'argent. On ne veut pas mettre d'argent. Mais il y a 2 solutions au moins qui permettent de trouver de l'argent. La première solution, vous augmentez de 50 centimes à 1 euro la taxe de séjour qui serait consacrée uniquement au patrimoine, la taxe de séjour en France. C'est transparent pour le budget de l'État parce que ce n'est pas de l'argent qu'on va prendre à l'État. Et savez-vous combien ça rapporte, cette mesure, pour le patrimoine? Ça pourrait rapporter entre 200 et 400 millions, un peu plus de 200 et un peu plus de 400 millions, selon qu'on prend 0,50 centimes ou 1 euro par nuitée en France. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la taxe de séjour en France est plus basse que dans bien d'autres pays. Autre source, il faut savoir que pour le sport, il y a 1,8% sur toutes les mises des Jeux de la Française des Jeux. Si on faisait la même chose pour le patrimoine, 1,8% de la Française des Jeux, des mises, ça ferait plus de 200 millions d'euros encore. Annuel. Annuel, tout à fait. Et on a trouvé 200 millions d'euros en plus pour les monuments. Donc 200 plus 200 plus 200, on pourrait être à 600 millions d'euros en plus, c'est-à-dire que si vous rajoutez aux 300 millions d'euros dépensés chaque année par le budget de l'État, ça ferait 900 millions d'euros. Avec 900 millions d'euros, le patrimoine est sauvé. On a une vraie politique patrimoniale. On peut former des ouvriers qui seront capables de restaurer les monuments historiques. Et en plus, ça va faire du travail. Ça fera rentrer des devises, parce que les gens viendront les voir. 1 euro pour les monuments historiques, c'est pas 1 euro de perdu, toutes les études le montrent. C'est ça. En vous écoutant, je me dis que si on ne change pas de politique, si on ne trouve pas les ressources nécessaires, eh bien, ce qu'on pourra mettre au pari, c'est quel est le prochain monument historique qui va prendre le feu ou qui va s'écrouler, tout simplement. Parce qu'il y en a qui s'écroulent. L'abbaye de Senanque, l'église de l'abbaye de Senanque, elle est très proche de l'écroulement. Merci Didier Rickner. Merci.